Bonjour Alfie TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Alisa Deko Toyosaki, une ancienne du lycée de Tokyo, et qui va bientôt publier son livre de 400 pages avec des photos de ses voyages dans le désert du Sahara. Merci Alisa d'être parmi nous ce matin. Merci Louis. Comme ce sont des anciens de notre lycée qui vont voir cette interview, pourrais-tu commencer par nous raconter qui tu es et ton parcours d'éducation, s'il te plaît? Ouais. Donc moi, je suis de la génération comme toi qui est née en 1970. Ma mère est japonaise, mon père est français. Je suis née à Paris. J'ai beaucoup voyagé avec mon père en Afrique, en particulier quand j'étais petite. Voilà, ce qui explique un peu la suite. Et je suis arrivée à Tokyo vers les années 81, donc au lycée franco-japonais d'Idabashi. Je suis restée là-bas jusqu'en 85. Et puis ensuite, on est reparti à vivre à Paris. Voilà. Après, j'ai intégré une université pour apprendre le japonais, parce que je ne le parlais pas bien du tout. J'ai pas bien appris la langue à ce moment-là. Et quand j'ai intégré donc l'université de Jussieu, voilà, au début, j'étais pas très motivée. Puis ensuite, j'ai découvert les kanji et c'est grâce à ça, miraculeusement, que j'ai commencé à apprendre bien le japonais. Donc, évidemment, écrit et lu et puis aussi parler. Donc, parler, par contre, c'était pas à l'université que j'ai vraiment appris, mais c'est quand je suis retournée vivre à Tokyo. Donc, après mes études en 92, je crois. Voilà, donc juste après la bulle économique, je suis arrivée à Tokyo donc pour vivre voilà toute seule là-bas et voilà et puis par la suite j'ai rencontré donc le désert du Sahara. Oui, Voilà, c'est à peu près le parcours. ce qui mène à ma deuxième question. Aujourd'hui, pourquoi et comment tu as abouti à ton métier actuel? Ah, bon alors mon métier actuel en fait on peut dire que j'ai pas eu de métier vraiment jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire il y a 10 ans. Je J'ai fait tellement de différentes choses, voilà, qu'on peut appeler quand même du travail, parce que voilà, j'ai gagné ma vie. J'ai commencé à faire des albaitos à Tokyo, comme j'étais hôtesse, j'ai enseigné le français. Il n'y a rien de très original quand on connaît le contexte de Tokyo des années 90. J'ai fait modèle aussi, voilà. Tout ce genre de choses, je l'ai fait. Et donc, je cherchais vraiment ce que j'avais envie de faire, en fait, tout en expérimentant divers boulots. J'ai intégré des sociétés japonaises, donc des kaisha. Bon, évidemment, c'était pas du tout mon truc, mais voilà, ça m'a permis de découvrir un peu l'intérieur de la société japonaise, ce qui était quand même le but aussi de mon séjour au Japon. C'était à la fois pour progresser en japonais et puis pour un peu fouiller cette double identité voilà, que j'avais, que je n'avais pas eu vraiment la chance ou l'occasion voilà, de trouver. Donc, j'ai fait tous ces petits boulots tout en cherchant ça. Et quand je suis arrivée dans les années 97, en fait, ben, j'avais toujours pas trouvé ce que je voulais faire, donc j'étais bien embêtée. Donc j'avais 27 ans à l'époque. J'étais très fatiguée par la vie à Tokyo et je tournais en rond. Voilà, j'étais pas bien dans ma tête et je pense que c'est ça qui a beaucoup contribué au fait que j'ai eu ce choc un peu émotionnel et puis je sais pas, ça m'a fait un choc énorme quand j'ai découvert, en fait, quand j'ai à l'occasion d'un voyage au Sahara avec mon père, donc il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce voyage parce qu'il m'emmenait toujours voyager un peu dans des destinations comme ça. En plus, c'était au Maroc, donc c'était pas non plus au fin fond du trou du cul du monde, comme il dit, mais j'ai, je pense que c'était côté voilà, du timing. Comme on dit dans la vie, il y a toujours un timing qui fait que c'est très, très important et ce qui a été le cas là. Donc, quand j'ai découvert donc, au cours de ce voyage en 97 le Sahara,
je suis retournée à Tokyo après, mais j'étais plus la même. J'avais complètement, il y avait quelque chose qui s'était passé dans moi et je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'ai vraiment fait confiance à mon instinct. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à faire, plus rien à faire à Tokyo. J'ai pas du tout envie de revenir en France, donc ben, je vais retourner au Sahara. Bon, évidemment, c'était pas non plus, je vais retourner au Sahara et puis je vais arriver comme ça avec mon sac à dos. Non, non, c'était pas ça. J'attendais après un signe du destin qui me dirait, enfin, voilà, qui m'encouragerait dans cette démarche-là. C'était un peu du pile ou face hein, à cette époque-là. D'ailleurs, toujours un peu dans ma vie, jusqu'à maintenant, c'est ça. Je fais partie, je pense, des gens qui, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut, on laisse un peu la vie décider pour soi. Ça semble un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais moi c'est un peu ce qui s'est passé. Et finalement, l'occasion, elle est arrivée 3 mois plus tard parce que j'ai vraiment par hasard, j'ai eu un coup de fil d'un ami musicien qui m'a dit, voilà, il y a une ONG japonaise qui cherche une interprète pour aller en Mauritanie. Et donc, c'est la Mauritanie, c'est en plein milieu enfin, c'est un pays à les 3/4 désertique, donc dans le Sahara côté Atlantique. Et donc, j'y suis partie là et j'ai quitté Tokyo à ce moment-là. Donc, presque voilà, tout de suite après cette premier voyage au Sahara. Et donc, les choses m'ont amené là-bas au fur et à mesure. Après ce voyage en Mauritanie, donc j'ai monté à chameau pour la première fois. J'ai essayé des voyages comme ça. C'était pas du tout amusant, en fait. Je me suis dit, non, mais si c'est ça le Sahara, enfin, le voyage en Sahara, c'est vraiment chiant, quoi. Alors bon, j'ai commencé un peu dans ma tête à essayer de trouver un moyen de voyager dans le Sahara qui serait... j'avais une admiration voilà, pour les grandes caravanes voilà, qui traversaient le Sahara avec les grandes caravanes de chameaux, comme il y avait à l'époque, même sur la route de la soie. Voilà, des grandes caravanes marchandes voilà, qui traversaient des centaines de kilomètres pour aller vendre ou acheter des produits. Voilà, c'était ça, en fait, qui m'a amené donc à faire une grande traversée avec la caravane de sel, ce qu'on appelle au Niger. Et ce qui m'avait amené au Niger, entre parenthèses, c'était un travail avec la JICA, donc la coopération japonaise qui par la suite m'a beaucoup aidé à financer mes voyages. Donc j'étais interprète pour la JICA au Niger à plusieurs reprises et c'était des missions de 3 mois, donc ça me convenait parfaitement sur la durée. C'était quand même un travail assez fonctionnaire. Hein. On était dans les bureaux à Niamey. Il y avait des rapports de centaines de pages à traduire. Bon, moi, je me débrouillais toujours pour un peu aller sur le terrain parce que c'était mon truc, mais c'était pas toujours le cas et tout. Mais quand même, voilà, c'était un travail. Comme j'étais en Afrique, j'étais heureuse. Et j'avais un objectif, c'était de gagner de l'argent pour pouvoir faire cet grand voyage de caravane de sel. Et c'est en 98, en décembre, voilà, je suis partie donc dans le nord du Niger pour la première fois et j'ai rencontré les Touaregs, donc qui sont les gens qui font ces caravanes de sel. Et, et voilà, et puis alors je suis tombée sur en fait, c'était des anciens combattants rebelles parce qu'ils font des rébellions assez souvent là-bas parce qu'ils sont voilà, ils essaient de récupérer leur indépendance et leur territoire qui avait été conquis par la colonisation. Enfin, voilà, c'est des longues histoires, mais dont je parle évidemment dans le livre aussi, parce que c'est leur background. Mais voilà, ça m'a plu, en fait, ce peuple-là qui est très indépendant, et très libre et très fier. Et ça m'a beaucoup inspiré par la suite pour ma propre vie. Et quand j'ai fait cette première traversée du désert, c'était comme une initiation. Vraiment, alors, là, c'était vraiment l'initiation par rapport à ce que j'avais vu au Maroc. Ça n'avait rien à voir. Là. Et donc, je suis restée bloquée sur les Touaregs après ça. Donc, j'ai commencé enfin, même avant ça, pour intégrer la caravane de sel, et il fallait que j'achète 3 chameaux. C'était toute une logistique qu'il Juste pour les fallait gens mettre en place. Hein? pardon, juste pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la caravane de sel, est-ce que tu pourrais Oui.
expliquer un tout Alors, petit la caravane de sel, en fait, c'est un commerce millénaire qui traverse le désert du Ténéré, donc qui est un grand désert au Niger, et puis qui redescend après jusqu'au Nigeria. Donc, en fait, c'est un commerce de 3000 kilomètres. Et donc, la caravane va chercher le sel dans une oasis. Et donc, le sel, en fait, sert non pas pour l'alimentation, enfin, avant c'était le cas, mais plus maintenant, et c'est pour les animaux, en fait, pour le bétail, parce que le sel purifie. Donc, il est très, très demandé par les nomades. Et donc, ils vont chercher ce que-là. Ensuite, voilà, ils font du troc avec des paysans, etc. Et ils vont ramener en dernier lieu, ils vendent le sel et ils ramènent avec leur bénéfice du mil, qui est une céréale, voilà, comme le riz au Japon, quoi, une et céréale de base. c'est un voyage qu'ils font sur des chameaux, c'est ça? Ah oui, oui, c'est un Pour une commerce distance de... caravanier, donc uniquement à chameau. Et donc, le trajet et la manière dont ils organisent ce voyage n'a pas changé depuis 1000 ans. C'est assez incroyable comme organisation et c'est assez dangereux parce que le désert du Ténéré est connu pour être un désert donc, de sable avec un seul puits sur 700 kilomètres. Donc, on n'a pas intérêt à se perdre voilà, ni à, comment dire, à se tromper dans les dosages d'eau. Tout est calculé selon la charge que peut porter un chameau, etc. C'est une organisation vraiment stupéfiante hein, de survie, puis en même temps je sais pas, de bravoure, c'est vraiment, moi, c'était mes mille et une nuits, en fait. Enfin, c'est ce que je pensais, en fait, avant de participer à ce voyage, et en fait, c'était pas du tout les mille et une nuits. C'était vraiment tellement dur. C'est pas du tout, on est à se prélasser le soir dans des tentes luxueuses et tout. Non, non, on dort dehors. Il fait froid la nuit, hyper chaud la journée. On marche 16 heures par jour sans s'arrêter sur certaines étapes. Voilà, donc ça m'a foutu une grosse baffe hein, après ce voyage. Ça m'a encore plus chamboulé. Et donc, pour revenir à ta première question, après, ça n'avait toujours pas dans la vie, mais donc je me suis dit, bon, ben, j'ai qu'à continuer à voyager avec les Touaregs. Au moins, j'apprends quelque chose et puis ça me plaît, quoi. Donc, après ce voyage-là, donc toujours en gagnant un peu ma vie avec les boulots d'interprète de JICA. Je retournais au Niger, je travaillais 3 mois, puis avec ça, je finançais des voyages. Après, donc, je suis allée dans leur campement. J'ai beaucoup voyagé dans le Niger. Ensuite, je suis allée au Mali, où les Touaregs sont là-bas aussi, etc., 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 jusqu'à maintenant. En fait, j'ai jamais arrêté de voyager avec eux. Et c'est à l'occasion, en fait, vraiment la grande catastrophe, la triple catastrophe du 11 mars 2011, que j'ai switché vraiment sur le boulot de journaliste, je préfère dire reporter dans ce sens parce que bon, c'est de reportage indépendant et je fais pas vraiment de news, à part quand il y a eu cet grand événement. Au début, j'ai fait un tout petit peu de news que j'ai commencé à écrire dans Libération pour remplacer en fait le correspondant à l'époque, parce ils avaient été rappelés par leur rédaction à cause de Fukushima, etc. Donc c'est aussi complètement le hasard qui m'a amené là, parce que je suis arrivée à Tokyo 3 jours avant le séisme. Hmm. Et je voulais voir les sakuras. Je voulais faire Oranami. Voilà, ça faisait longtemps. Et voilà. Et puis, donc, du coup, je suis tombée là-dessus. Et donc, je suis partie sur le terrain. Au début, pareil, comme interprète. Et puis, à la fin, j'ai commencé à écrire des articles. Et j'ai continué à faire ça jusqu'à maintenant. Donc, ces 10 dernières années. Donc, avant ça, on peut dire quand même que quand je voyageais dans le Sahara, je faisais aussi du reportage, même si je ne les publiais pas, parce que j'écrivais tout ce que je voyais et je prenais des photos et je prenais aussi des vidéos. Hmm.
comme le voyage de caravane de sel, la deuxième traversée que j'ai faite en 2003, j'ai fait un documentaire. Mais ce documentaire, j'ai jamais réussi à comme il était autoproduit et que c'est un documentaire qui était filmé à dos de chameau avec un panneau solaire, enfin, dans des conditions, voilà, très locales, on va dire. Mais bon, quand même, j'avais fait des belles images, mais j'ai pas trouvé voilà, tout de suite de moyens, si vous voulez, pour le monter. Mm. Donc tout ça, c'est resté dans les tiroirs, quoi. Et même le film, il est sorti 10 ans, plus de 10 ans après, Mm. euh, en 2016. Donc, Ton documentaire que tu as filmé, je suis allé le voir il y a quelques années. hum. Tu pourrais en parler un peu aussi? Au début, il a été lancé dans la salle de cinéma Uplink à Shibuya, qui a Ah malheureusement oui, disparu. ah ouais. Donc, non, non, au début, enfin, ça n'avait rien à voir avec c'était au fur et à mesure, mais c'est ce qu'on appelle au Japon, Jishuja, des projections autonomes. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux le voir dans une salle de cinéma, mais il sera projeté, je pense, dans le Uplink à Kichijoji, à la fin du mois d'avril. Ah oui, d'accord. Parce que Ouais. le contenu est un peu similaire à ton livre qui va être publié dans Non, il cette... n'est pas similaire. En fait, il fait partie parce que le troisième chapitre qui s'appelle qui a le même titre que le film, Caravan to the Future, raconte cette traversée en particulier quand je suis partie avec mon panneau solaire Hmm, et ma caméra. d'accord. Euh, voilà. Mais après, le reste du livre passe voilà, à l'étape suivante. Tu disais, tu parlais de ton livre. Donc, pour finir, est-ce que tu pourrais un peu peut-être présenter ton livre, ce que Oui, c'est, donc quand c'est ça en sort? fait le livre parle beaucoup de ce que j'ai parlé avant avec toi. Donc, il commence à Tokyo, enfin, il commence en Afrique, alors, il se poursuit un peu à Tokyo dans les années 80-90 pour poser un peu le décor, on va dire, Hmm, de mon background. Et puis après, il enchaîne sur la première découverte du Sahara. Voilà ce que j'ai raconté en fait précédemment. C'est tout ça, c'est dans le livre, par exemple. Et après la caravane de sel, donc là, tous ces voyages que je fais, les rencontres. Et puis, il y a une coupure un peu dans le livre qui est celle de 11 mars 2011. hmm, Parce que, voilà, comme j'ai expliqué, non seulement moi, ma vie, elle change à ce moment-là, aussi de direction par la force des choses, mais ce qui était intéressant, enfin, un peu dramatique aussi, c'est qu'en même temps que le Japon se retrouvait dans une crise sans précédent, mhm, avec en particulier l'accident nucléaire, hein, qui voilà, qui est pas quelque chose qui va se résoudre même après 10 ans. hmm, Ben, le Sahara que je connaissais commençait vraiment à changer aussi avec des problèmes de terrorisme. Voilà, il y a eu des djihadistes qui se sont un peu comme en Afghanistan, quoi, qui se sont infiltrés dans ces zones-là, Touareg, et ça a foutu un bordel monstrueux. Voilà, et le Sahara est devenu zone rouge, donc hmm. interdite d'accès, voilà pour nous, quoi, pour les Français, les Japonais, voilà. Donc c'était à peu près le même timing. Donc Hmm. moi, en fait, ce qui s'est passé, ce que je raconte, je pense que c'est là où j'aimerais appuyer dans le livre, c'est que ça commence, comme c'est chronologique, il y a toutes ces belles années, on va dire, de désert. Voilà, où je voyageais vraiment avec mon chameau, là, à droite, à gauche, très libre, en fait. Et puis à partir de 2011, là-bas aussi, et aussi mon regard aussi change, hein. Après cette catastrophe qu'il y a eu, puis le fait que je devienne journaliste, je vois les choses différemment. Et quand je Hmm. retourne au Niger, en fait, par exemple, je décide de faire un reportage sur les mines d'uranium au Niger, dont je connaissais l'existence avant, mais c'est pas que ça m'intéressait pas, mais voilà, j'étais passée à côté, quoi. Hmm. C'est assez intéressant, voilà, comme son propre regard peut changer aussi avec le timing. Et donc, évidemment, comme j'avais vachement couvert la catastrophe de Fukushima,
l'uranium, pour moi, ça a été un déclic et j'ai eu un prix quand même avec cette reportage qui est paru dans Géo Magazine. Parce qu'à l'époque, j'ai commencé vraiment à bosser sur des grands reportages dans Géo, surtout. Et puis, voilà, ça m'a ouvert un peu des portes pour faire d'autres reportages dans ce genre-là, mais assez hard, quoi, on va dire, hein, sur des sujets voilà, un peu chauds. Donc, la deuxième partie du livre, c'est un peu ça. C'est pas tout noir, hein, parce qu'après, il y a toujours des petites anecdotes. Voilà, où, par exemple, je me marie avec un Touareg. Après, j'ai divorcé, mais bon, enfin voilà, c'est toujours assez, assez personnel. C'est pas un livre qui raconte les dessous, enfin, qui raconte les reportages, il raconte les dessous du reportage, comment ça s'est réalisé, etc. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ce livre-là. C'est avant tout un livre d'aventure. Très bien. C'est avant tout un livre d'aventure. Hein? Pourrais-tu nous montrer ton livre? Ah oui, pardon. Voilà. Donc, voilà, donc c'est Touareg Dieu no Kilo. Alors voilà, donc bon, ça c'est les photos des caravaniers avec qui j'étais en 2003. Et puis cette image-là, c'est un barbelé autour. C'était une question d'extraction d'uranium. Donc c'est le même pays, voilà. Ça c'est plus de 10 ans après. Et ça va sortir Ça va sortir donc le 17 mars. dans Et une semaine. si jamais, voilà, il y a des gens des anciens du lycée qui sont intéressés pour venir, il y a une espèce de party pour la sortie du livre, qui est le 16 mars. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que sur le site, si tu veux mettre le lien sur l'événement, et puis bien les sûr, gens, bien voilà, sûr. vont voir. Enfin, en librairie, voilà, ça sortira à partir du 17 mars. Et je ferai une série de evento avec des projections, etc. aussi, donc qui seront annoncés sur Facebook par la suite. Et ton livre sera disponible en ligne aussi, comme Amazon? Oui, il est déjà en précommande sur Amazon. Ah, d'accord. Mais j'encourage les gens, si possible, à le prendre en librairie. Voilà. Mais voilà, il est aussi disponible sur Amazon et il y aura aussi une version numérique. Numérique aussi. Mais je pense, ouais, mais voilà, Kindle, tout ça, mais je pense que ça va sortir un mois après, par contre. C'est pas tout de suite. Très bien. On va mettre tous ces liens sur notre site aussi. D'accord, Louis. Encore, alors bravo pour cette publication, Alissa. C'était un Merci grand beaucoup, plaisir de t'avoir parmi nous. Et nous te souhaitons bon courage et bonne continuation pour la suite. Merci, Alissa. D'accord, Louis. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.